Je suis parti de Paris, et là, je reviens de Lausanne. Avant, j'étais à Montréal. Je suis passé aussi aux Pays-Bas. J'ai pris l'avion pour Toulouse. Et je remonte à Paris, en passant par la Corrèze. J'ai fait la connaissance de Gian, en service de soins palliatifs, au CHU de Lausanne. Il cite Kierkegaard, Benjamin, chez Ipso. Un cabinet médical différent. Eux, ils jouent collectif. Antoine, lui, est pharmacien sur le plateau des 1000 vaches. C'est le gardien des poisons. Quant au docteur Brunet, bluffant, avec son lac de data et l'intelligence artificielle qui va avec. Joss et son réseau de soins infirmiers à domicile aux Pays-Bas. Et enfin Dominique, à la clinique Pasteur de Toulouse. Alors lui, il cite Lacan et l'amour. On vient à une notion pour moi fondamentale, c'est la façon dont on oublie, parce que là on parle de l'humain, des hôpitaux, de plein de choses, mais c'est quand même le pouvoir de Mahon, c'est-à-dire à la fois comment, je vais dire, d'être, alors ça peut être le collectif, que ça peut être 2, comme ça peut être 10, mais d'être ensemble et avec d'autres, c'est absolument incroyablement énergétisant. Quand j'ai commencé à faire des réunions interdisciplinaires, après nos premières réunions d'ambulatoire spécialisées, c'est là à Munich, où il y avait les médecins, mais il y avait aussi une soignante, une assistante sociale et une physio, j'étais sidéré par les informations extrêmement importantes pour bien prendre en charge les patients et sa famille, qui avaient été dites aux autres professionnels, mais pas aux médecins. Et je me suis rendu compte que pendant toute ma vie de médecin, j'avais eu une vision très très restreinte de la réalité des patients. C'était la vision basée sur les informations que les patients ont décidé de me donner en tant que médecin. Mais ce n'est qu'une petite partie des informations importantes. Et après cette réunion, on avait toujours une vision à 360 degrés de la situation du malade et de sa famille, qu'on n'avait absolument pas quand on travaillait seul comme médecin. Ce qui est par ailleurs la règle dans tous les hôpitaux jusqu'à aujourd'hui. Travailler en équipe interdisciplinaire, il ne suffit pas de poser des gens de métiers différents dans une même salle pour se dire que c'est de l'interdisciplinaire. C'est une construction. Ça demande... Ce qui est assez confrontant, c'est que ça demande aussi d'avoir une vision assez claire de son propre métier. Ce qui n'est finalement pas si simple que ça. En tout cas, je me souviens qu'au sortir de l'Uni, quand je suis arrivée dans une équipe infirmière, donc c'était en psychiatrie, et qu'on me demandait de dire en quoi est-ce que mon apport est spécifique, j'avais beau avoir fait des années d'Uni, je ne savais pas répondre à cette question et j'avais juste l'impression d'être totalement inutile. Donc il ne suffit pas de se former pour un métier, après il faut encore le pratiquer, le comprendre et puis l'habiter, quoi. Donc voilà, arriver comme ça, de se dire on est plusieurs professionnels, on doit travailler ensemble, construire quelque chose ensemble, donc ça demande déjà de savoir soi-même qui on est, qu'est-ce qu'on apporte, quels sont nos objectifs, nos attentes, nos limites. Et puis après, il faut apprendre à se connaître. Et puis réussir à développer aussi un langage qui soit commun. Travailler sur ce sens commun et découvrir le langage. Et découvrir le langage, et est-ce qu'on utilise les mêmes mots, est-ce qu'on y met le même contenu, ça fait partie de ces travaux qu'on fait ensemble en clinique. Et c'est pour ça que je milite à fond pour faire des visites à plusieurs autour du patient. Parce que du coup, je vais entendre aussi ce que l'autre dit, et puis je peux reprendre ça en me disant « Ah ouais, tu penses ça comme ça, tu vois ça comme ça, c'est comme ça que tu entends, et moi j'ai entendu autrement. » Parce que dans mon cadre de référence, c'est comme ça. Partager les cadres de référence, alors ça paraît easy comme ça dans un cours, mais en fait, quand le patient nous renvoie les choses, je trouve que là, on approche de quelque chose de vraiment très concret, quoi. Donc vraiment, moi je trouve qu'il faut être ensemble. C'est dans les images que vont procurer le mot qu'en fait on va pouvoir se mettre d'accord. Mais j'ai besoin d'entendre, et tout à coup ça vient me confronter aussi. On se comprend assez vite avec les pharmaciens, je sais en fait qu'est-ce qu'ils attendent. Alors avec Antoine,
on va plus loin, puisque lui, il tend à changer le modèle courant. Donc forcément, et je comprends son discours de base, je comprends d'où il vient, je comprends d'où il veut aller. Donc j'ai pas eu besoin d'apprendre la pharmacie en rencontrant Antoine, vu que j'avais déjà une solide formation, on va dire. Dès que je viens au travail, je dis bonjour à mes utilisateurs. En fait, ce qui m'apporte, c'est de me rendre compte de tous les petits problèmes et les sujets d'amélioration sur le logiciel. Et aussi, le fait de voir dans le quotidien l'utilisation, ça me permet aussi de trouver plus facilement les façons de les améliorer. Parce que j'entends des conversations, par exemple, ce sont des choses qu'ils ne vont pas forcément me dire moi en tant qu'ingénieur, mais ils vont me dire en tant que quelqu'un avec lequel on travaille, on est un midi ensemble, on discute, oh je me suis rendu compte de ça, mais en fait ça on peut très bien l'améliorer, ça ne coûte rien. Je pense que c'est très important de vraiment passer du temps avec les médecins et les infirmiers, avec les professionnels de santé à qui on s'adresse, parce qu'on ne peut pas comprendre leur manière de penser, leur manière de travailler, leur manière de s'organiser si on n'est pas au quotidien avec eux. Et nous, typiquement, on a mis 6 mois, 12 mois à vraiment apprendre à travailler, à trouver un bon modus operandi avec, par exemple, les médecins d'Ipso, alors qu'on arrivait en terrain conquis, entre guillemets, mais malgré ça, on a mis quand même 6-12 mois à trouver un modus operandi. Donc je pense qu'il faut prendre le temps et trouver un cadre qui permet vraiment de créer cette proximité. Il faut des gens qui ont envie de participer à l'aventure. En cours de route, il y a certaines personnes qui étaient moins intéressées, puis c'est correct, c'est normal, mais la grande majorité, c'était des étincelles dans leurs yeux, de voir qu'on pouvait faire les choses autrement. Puis on est vraiment dans un esprit plus d'innovation ouverte. Donc, les gens sont curieux, puis on a fait évidemment des sondages à la suite de nos ateliers, puis les gens sont contents de faire les choses autrement, de participer, puis ils ont le sentiment de pouvoir apporter une véritable contribution, puis de s'approprier en fait l'école. Ultimement, ces gens-là, pour nous, ça va être des ambassadeurs qui vont pouvoir diffuser quelque chose à laquelle ils ont contribué. La définition de l'amour par Lacan, c'est aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Voilà, donc c'est ça, aimer. Aimer, c'est pas attendre d'être aimé, c'est donner. Les conflits, bien sûr que ça heurte, mais c'est quelque chose qui peut être magnifique, un conflit. C'est une forme de relation qui peut être très aimante, un conflit. Aimer, c'est pas que de la bienveillance sucrée, quoi, hein, ou poisseuse. Ça peut être quelque chose de conflictuel, de vivant. Tant qu'on est dans une relation qui est vivante, même dans un conflit, même dans un moment dur, on est dans quelque chose qui reste super humain. Moi, c'est pas tellement le conflit qui m'inquiète et qui me fait peur dans le monde du travail. C'est tout ce qui est dénué de toute émotion, de toute part d'affect. Ce qu'on nous apprend, en gros, dans les écoles de management, ce qu'on nous apprend à faire quand on est dirigeant. Le pire du pire, c'est ça, c'est cet aspect-là désincarné. Donc moi, ma question, elle est, à partir du moment où tout ça a l'air de fonctionner, enfin, en tout cas ces expérimentations, en tout cas même ces applications, enfin, cette façon de gérer des établissements fonctionne formidablement, qu'est-ce qui, au niveau personnel, freine finalement? Parce qu'il est vrai que c'est pas non plus... on n'est pas encore dans la panacée absolue. Il y a des choses qui ont énormément progressé, mais il y a encore beaucoup de lacunes. Un hôpital comme le CHUM, c'est comme un malade complexe. Il faut faire attention, quand il ne va pas bien, il faut le traiter, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas aller trop lentement, il faut ajuster en permanence. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'en fait, on n'arrête jamais. Ça, c'est le problème. C'est qu'au moins en tant que médecin, au moment où on s'arrête, parce qu'on passe d'un patient à l'autre. Quand on a l'administration, il y a 16 000 patients, 16 000 personnes qui travaillent ici et 500 000 patients. Donc, vous comprenez qu'on n'arrête jamais. Alors, d'où l'importance d'un rôle de facilitateur au sein de ces groupes-là. Donc, on va avoir un expert de méthodologie, un expert de process
qui aident à bien gérer les projets, parce qu'il faut des process pour pouvoir gérer les projets d'innovation. Et il faut des experts de contenu. Puis mélanger ces deux rôles-là, les médecins, les infirmières, les patients partenaires qui amènent leur idée, eux sont les experts de contenu. Le patient partenaire, c'est l'expert de vivre avec la maladie. Le médecin, l'infirmière et les professionnels de la santé, c'est les experts de la maladie. Et on a des facilitateurs de méthodologie. Et dans les hackathons ou au sein de notre organisation, on a, par exemple, au sein du bureau de projet, des gens qui accompagnent le process. Puis un process, oui, c'est un checklist, mais c'est surtout l'agilité dans ce checklist-là. Moi, j'aime pas réduire la notion de processus à un checklist, bien qu'il y en a. Mais le rôle, puis moi, c'est ce que j'ai joué à Sainte-Justine. Pendant 4 années de temps, j'étais la facilitatrice, c'est comme ça que je me nommais, de la méthodologie, du processus. Donc, je m'assurais, exemple dans la phase de développement, de dire quelle est votre clientèle cible, quels seraient vos critères d'admissibilité pour un centre tertiaire quaternaire, comment vous allez diffuser vos connaissances dans le réseau. Eux apportaient les réponses. Mais moi, j'étais garante que l'ensemble des composantes clés de l'innovation étaient abordées et approfondies. Ouais, tu gardais la liberté. Voilà. Alors, d'où l'agilité du facilitateur. C'est un profil spécifique, ce rôle-là. Il doit être agile, il doit bien gérer les conflits politiques, il doit gérer les conflits d'opinion. Donc, et toujours se dire, bien, OK, on est rendu à cette étape-là, chère équipe, focusons là-dessus. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que les experts de contenu fassent ça. Je ne crois pas aux patients plus complexes ou moins complexes. Ils sont tous complexes. Parfois, on simplifie nous. En disant, c'est plus simple de les appeler simples et c'est plus simple de les appeler complexes parce qu'on ne met pas les mêmes ressources humaines. Là, je ne parle pas de la technologie, mais humaine ou l'attention ou l'investissement qu'on veut dans le moment présent. Je reviens à ce moment-là. Le seul moment où je peux agir, c'est le moment où je suis face au patient. Moi, je ne catégorise pas les patients. Si vous prenez cette définition, c'est celle que nous utilisons nous, celle du professeur Zimmerman et Glickerman, les deux de York University, qui ont dit c'est simple, exemple une recette de cuisine, c'est compliqué, c'est un ensemble de recettes de cuisine intégrées dans le temps et dans l'espace, comme par exemple pour lancer une fusée dans l'espace. Et le troisième, c'est complexe, c'est-à-dire que chaque expérience est unique et ne permet pas d'avoir des recettes de cuisine, même les plus multiples, et c'est par exemple élever un enfant. Pour nous, en soins intensifs, c'est admettre un patient en soins intensifs, chaque patient étant différent. Les critères que nous pouvons avoir ne sont pas obligatoirement des critères répétables d'un patient à l'autre. I think it's very important to keep all the processes so easy as possible, so not much complicated things in it. And it's very important that people have that there's an informal culture in the back office. We are a self-steering team also, because all the departments do all the work they have to do to get the declaration or the registration done every month. We said we are going to build up the back office in a way that we are only going to do things which are needed. So not because there is an assumption by HR that you need to have this or that. Donc là, on a un groupe humain, voilà, qui a mis quand même, qui se donne tous les moyens pour réussir à faire bouger les choses, que ce soit par le collectif, l'écoute de l'autre, la façon d'être guidé et de guider. Mais comment est-ce qu'on instaure finalement une confiance à l'intérieur de tous les acteurs de ce collectif? Il y a un élément qu'on n'a pas abordé, qui est un élément majeur actuellement. On va laisser passer nos collègues. C'est la confiance. Aujourd'hui, nous avons un système de santé qui est ébranlé dans la partie confiance. Confiance individuelle, ça peut être les patients vis-à-vis du système de santé, ça peut être les professionnels de santé vis-à-vis d'eux-mêmes ou vis-à-vis des autres professionnels de santé. Ça peut être un ensemble d'éléments dans la confiance qui existent ou qui n'existent pas, qui se transforment actuellement et qui fait en sorte que l'organisation va aller bien ou ne va pas aller bien.
Tout à l'heure, je vous donnais un exemple. Nous avons actuellement un recrutement, parce qu'on est un hôpital qui vient d'ouvrir, hein, donc il y a 1 an qu'on a déménagé. On n'a pas encore tous les effectifs. Je suis en train de recruter, mais il faut que les gens aient confiance que ça va venir. Aussi bien les chirurgiens, les patients, etc. Donc il y a beaucoup d'explications, beaucoup d'éléments qui sont importants à considérer pour que cette confiance permette de créer la valeur d'une organisation. Après, les freins que j'ai eus en arrivant ici, il y en a eu pas mal en fait. Déjà, il y a les freins qui me sont personnels, les freins qui sont intrinsèques sur est-ce que j'ai envie de travailler avec des non-professionnels de santé? Quels sont mes rapports avec des gens qui ont fait des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs? Donc j'ai dû déjà réapprendre qui étaient ces personnes, développer une relation de confiance. Et donc je pense que ça a été un frein important par rapport à ça, qui a mis longtemps. Parce qu'une relation de confiance, ça se développe sur la durée. Et après, il y a eu un frein plus extérieur sur mes collègues en disant pourquoi est-ce que tu vas travailler dans ce type de centre, en secteur 1, les horaires sont larges, alors que tu pourrais être tranquille dans ton cabinet tout seul. Et il y a eu des freins assez importants au niveau institutionnel, parce qu'en fait, ce modèle ne correspond pas à ce que nos professeurs, ce que les institutions ont. C'est le modèle des médecins qui travaillent tout seuls, médecins en cabinet. Alors que là, travailler avec des gens non soignants qui ont fait une formation en management et dans le monde de l'entrepreneuriat, eh bien ça fait vachement peur et on m'a énormément reproché, et on me le reproche encore aujourd'hui, de un peu pactiser avec le diable et travailler avec des gens qui ne peuvent pas s'intéresser aux soins des patients, mais uniquement au développement économique de leur structure. Disons que la transmission des informations au niveau clinique, c'est fait dans 2 manières. La transmission formelle, ça c'est dans les visites, c'est dans les réunions, les colloques où on discute tous les patients, etc. Mais aussi au niveau informel, on est très coincé à l'unité. On n'a qu'un bureau, mais on a mis tous les collaborateurs des différentes professions de notre service dans ce bureau-là. Donc là, il y a quand même un échange informel qui se fait de façon très efficiente parce qu'ils sont tous à proximité. Et ça, c'est tout une construction qui se fait dans ces espaces formels de colloques où ça peut être l'occasion de dire à l'autre, mais tiens, mais quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Et après, il y a tous les espaces informels, quand on est en voiture, qu'on rentre d'une visite, puis qu'on reprend l'entretien qu'on vient de faire ensemble. Puis ça, c'est tous des moments où on apprend en fait à travailler ensemble et puis à voir aussi que qu'est-ce qu'on apporte à l'autre et puis qu'est-ce que l'autre nous apporte. Des explorateurs qui à une époque ont permis, Magellan, quand il est parti, il ne savait pas où est-ce qu'il allait. Il est allé dans plusieurs fjords du sud de l'Argentine, il a dû faire demi-tour, il a dû essuyer des tempêtes, il a dû essuyer des pertes de navires, des morts, des machins. Et puis, à force d'y aller, de tester le chemin, il a fini par ouvrir une voie qui s'appelle maintenant le détroit de Magellan. Et c'est quand il était dans cette dynamique-là, il n'y avait que le doute, il n'y avait pas le résultat. Quand on est dans la démarche, on ne se dit pas forcément on va réussir, on n'en sait rien. Mais si on n'est pas capable d'expliquer ce qu'on fait et de donner quelque chose de vertueux ou au moins d'utile d'un point de vue social pour un territoire ou pour une équipe, donner de l'accomplissement dans ce qu'on fait, se dire bah ouais ok, aujourd'hui je vais en chier grave, mais et demain aussi, et après-demain aussi, et la semaine prochaine aussi, et le mois prochain aussi. Par contre, si je fais tout ça, c'est parce que je sais qu'au bout du processus, mon capitaine, il a envie de m'emmener là. Et là où il a envie de m'emmener, c'est un endroit qui est sympa. Voilà. C'est ça que j'essaye de leur faire comprendre. Et je pense qu'elle l'a compris. Et donc tout le monde va se sentir déjà concerné et partie prenante au quotidien du projet. Et donc ça va déjà créer une implication très forte des gens et ça va créer la confiance suffisante dans le collectif, dans le fait notamment que si demain je veux tester quelque chose. Dans ces 2 exemples-là, on voit la force de la fertilisation croisée des domaines de connaissances. La santé, souvent, moi, la façon, puis c'est ça qu'on veut diffuser au sein de l'établissement, santé, c'est pas juste soin. C'est l'équilibre entre la santé physique, psychologique, émotionnelle et sociale. Et pour nous, la santé,
englobe aussi les besoins psychosociaux, les besoins artistiques, culturels, mais ce n'est pas la façon traditionnelle de voir la santé. Donc, le fait de s'ouvrir, d'avoir des projets concrets avec le Cirque du Soleil, avec la ST, avec la Société de transport, donc de vraiment aller chercher, OK, le transport pourrait bénéficier de la santé pourrait bénéficier du transport. Les arts pourraient... Donc, la richesse de s'ouvrir et de voir les expériences de chacun vient amplifier la résolution de problèmes qu'on vit auprès de nos patients. Après, moi, je ne suis pas du tout dans ce type de registre d'intention. Ce n'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est pas faire en sorte qu'ils aient confiance en moi. C'est apprendre à faire confiance et à tout donner. C'est pas espérer être aimé pour faire avancer une organisation, c'est me contenter d'aimer. C'est pas modifier le comportement des gens, c'est déjà me modifier moi-même. Et je pense que dès lors qu'il s'agit d'une intention, même si c'est une intention qui est sous-tendue par une pensée humaniste, anti-process, libérée, si c'est une intention, c'est un sujet de manipulation. Donc c'est pour ça que moi je me méfie énormément des concepts et des abstractions et des modèles qui permettraient d'expliquer que globalement on peut faire travailler les gens en les rendant heureux. Pour moi c'est une nouvelle forme de dictature. Donc moi je suis pas du tout, je suis ultra méfiant vis-à-vis de ça. Il ne faut pas perdre de vue que tout ça c'est pour la structure et tous les humains qui la constituent. Le collectif c'est... Avant même d'être chez Ipso, le collectif c'est un truc qui est important pour moi depuis toujours. J'ai fait des sports collectifs jusqu'à ce que je m'installe parce que le temps maintenant me permet moins d'en faire, mais c'est le travail en équipe, c'est épanouissant, ça permet de se décentrer de soi-même, ça permet de se recentrer sur l'autre et sur ses besoins. C'est épanouissant, quoi, ça me rend heureuse on va dire, le collectif. Et puis Ouais, mais des gens qui veulent donner un sens à leur vie, t'en as partout, hein. Ouais. Il suffit juste quelques personnes qui disent allez si on le faisait et puis tous les gens s'y mettent. Moi l'impression que j'ai avec les jeunes générations d'entrepreneurs, c'est que l'or, le trésor et l'or entrepreneurial d'aujourd'hui, c'est pas le fric et c'est pas l'ego, hein, c'est le sens. Si tu donnes du sens, t'attires des talents, t'attires des gens qui veulent créer, t'attires des entrepreneurs, t'attires des philosophes. C'est ça la denrée rare aujourd'hui, c'est le sens. Et ce sens-là, à mon avis, dans notre culture, dans notre tradition de pensée, le sens de la vieille Europe, c'est l'humanisme. Voilà. Si tu dis que tu as un cadre de valeurs et des projets dans un cadre humaniste, tu vas fédérer les énergies. Ça j'en suis convaincu de ça.